Très bien. On va voir aujourd'hui notre cours sur les hypersensibilités. On va essayer d'aborder l'hypersensibilité de type 1, de type 2 et de type 3. L'hypersensibilité de type 4, on va la laisser pour une autre séance, pour pouvoir travailler à l'aise. Très bien. Donc, il faut savoir que notre système immunitaire fait partie de notre organisme. Il est censé, dans son fonctionnement, réaliser certains phénomènes physiologiques qui sont la protection de notre organisme contre les agents pathogènes exogènes, contre toute déficience de notre organisme qui peut altérer notre santé, contre les cellules qui peuvent devenir potentiellement cancéreuses ou dangereuses, contre les agents pathogènes parasitaires, viraux ou bactériens. D'accord? Donc c'est ça les différentes fonctions de mon système immunitaire. Mon système immunitaire, comme vous avez vu dans l'immunologie fondamentale au premier trimestre et un peu au deuxième trimestre, vous avez vu que notre système immunitaire constitue un système à part, un système organisé. Donc il comprend plusieurs facteurs, des facteurs cellulaires, des facteurs humoraux, des agents de communication entre les différentes cellules et des fonctions précises pour chaque cellule. Chaque cellule de notre système immunitaire peut réaliser une fonction. Chaque cellule de notre système immunitaire peut réaliser une fonction et chaque cellule de notre système immunitaire peut interagir avec les autres cellules. Toutes les cellules peuvent communiquer. Cette communication rend les différentes cellules soumises à régulation. C'est-à-dire que lorsque j'ai une fonction précise de mon système immunitaire, lorsque j'ai un agent pathogène, il y aura des étapes systématiques bien organisées afin d'établir une protection contre cet agent pathogène. Vous avez vu le dernier cours du premier trimestre, c'était les interactions cellulaires entre les interactions moléculaires entre les différentes cellules immunitaires. Vous avez vu comment est réalisée la réponse humorale, comment est réalisée la réponse cellulaire, quelle était la relation entre la réponse humorale et la réponse cellulaire. Vous avez parlé des différents agents bactériens, de la réponse humorale LB qui dépend des lymphocytes B, et vous l'avez divisé en deux parties. Une réponse LB qui est thymo-indépendante, pendant laquelle les LB pouvaient réaliser la fonction de protection indépendamment des lymphocytes T et pouvaient protéger mon organisme contre ces cellules. Cette partie était très reliée à l'immunité innée, alors que dans d'autres circonstances, dans la majorité des circonstances, les LB devaient communiquer avec les LT et cette communication permettait d'activer les LB. Mon système immunitaire est constitué d'un très grand nombre de cellules. La première cellule à interagir est le polynucléaire neutrophile, puis la cellule dendritique, peut apprêter les antigènes qu'elle rencontre à la périphérie, elle peut les ramener au niveau des organes lymphoïdes secondaires, elle peut les présenter, au LT, elle peut les présenter au LB. Les LT peuvent se transformer en LTH si elles sont CD4. Les LTH peuvent réguler les différentes réactions immunitaires, elles peuvent interagir avec les LB, elles peuvent interagir avec les LTC. Donc si j'ai une réponse cellulaire, si j'ai un agent tumoral, si j'ai un agent viral, si j'ai un agent infectieux intracellulaire que je dois éliminer, je vais stimuler une réponse lymphocytaire cytotoxique où il faut qu'il y ait le baiser de la mort. Il faut qu'il y ait une destruction cellulaire médiée par les cellules cytotoxiques. Dans cette situation, le LTH0 va se différencier en LTH1. Il va sécréter les cytokines qui sont favorables au milieu LTH1, c'est-à-dire L2, le TNF-alpha et l'IFM gamma. Il va se transformer en LTH1 et il va stimuler LTC. LTC vont réaliser leur fonction. Si mon agent pathogène est bactérien, s'il est extracellulaire, je vais plutôt orienter ma réponse immunitaire vers une réponse LTH2. Dans cette situation, mon LTH0 va commencer à sécréter des cytokines IL4, IL5, IL6, IL10 et IL13. Il va se transformer en LTH2. Il va commencer à réaliser des interactions avec les LB. Pour que les LB puissent réaliser leur
fonction. Si on veut aller un peu dans le détail parce que ça va nous aider, dans la réponse humorale, quand j'ai une interaction entre les LT et les LB, il faut savoir que les LB doivent être activés par les LTH. Les LB doivent être activés par les LTH2 si c'est une réponse thymodépendante. Dans cette situation, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir des cellules dendritiques qui vont prendre l'antigène, qui vont le phagocyter, et puis l'apprêter, et puis le présenter au LTH2. Les LTH2 vont être activés. Très bien. Le LB aussi va exprimer un BCR. Il va fixer sur son BCR l'antigène. Il va l'internaliser. Il va l'apprêter. Il va l'échanger, l'enlever le BCR et le mettre dans le HLA2. Il va réaliser une exocytose du HLA2 et j'aurai des épitopes du même antigène présents au niveau du LTH2 et au niveau du LB. Le LB et le LTH2 peuvent réaliser une communication. Le LB et le LTH2 peuvent réaliser une co-stimulation. Dans cette situation, le LB va être fixé sur le LTH2. C'est le LB qui va présenter l'antigène au LTH2. Au LTH2 et en présentant l'antigène au LTH2, le LTH2 va l'activer. Et en l'activant, le LB peut réaliser plusieurs phénomènes dans la commutation isotypique que vous avez vu au premier trimestre, dans la maturation d'affinité que vous avez vu aussi au premier trimestre. C'est-à-dire que le LB va échanger les IgA, il ne va plus sécréter les IgA. Il peut dans certaines situations continuer à sécréter les IgA, mais surtout il va transformer cette sécrétion qui est lente, qui est faible, en une sécrétion très importante, principalement d'IgG, et dans certaines situations d'IgE ou d'IgM. Très bien. Donc, ces différentes étapes me permettent d'avoir des LB qui sont actifs et qui peuvent sécréter des facteurs immunitaires. Le principal facteur immunitaire du LB, c'est l'anticorps, l'immunoglobuline. Quand le LB devient mature, il se transforme en plasmocyte et il va commencer à sécréter des immunoglobulines. Très bien. Ça, c'est le fonctionnement général de la réponse immunitaire humorale. Pourquoi je me suis concentré sur la réponse humorale? Parce qu'on va voir des hypersensibilités qui sont dépendantes des anticorps. Parce qu'on va voir des réponses d'hypersensibilité qui sont médiées par des anticorps. Très bien. Mon organisme est soumis à régulation, mon organisme est sous protection. Cette protection est assurée par le système immunitaire. Le système immunitaire, comme tous les systèmes de mon organisme, malheureusement, il peut tomber malade. Dans les situations où mon système immunitaire tombe malade, cette maladie peut induire soit une déficience de son action, où il ne devient plus capable de réaliser ses fonctions comme il faut. Il y a ici deux majeurs phénomènes. C'est le phénomène d'immunodéficience acquise, comme lors du sida, l'infection par le VIH que vous avez vu au troisième trimestre, et il y a certains déficits immunitaires congénitaux avec lesquels on est et qui sont dus à des anomalies génétiques, ou bien des anomalies congénitales. Très bien. Ça, c'est la première partie de la déficience de mon système immunitaire. Mon système immunitaire n'arrive pas à réaliser sa fonction. Dans certaines autres situations, mon système immunitaire réalise des fonctions exagérées. Mon système immunitaire travaille en excès. Et dans cette situation où mon système immunitaire travaille en excès, c'est aussi très nocif parce que mon système immunitaire est une armée, et une armée, elle est dotée de stratégies, elle est dotée de techniques, elle est dotée d'une certaine organisation et surtout elle est dotée d'armes. Elle possède des armes. Et toute arme conduit à la destruction. Donc quand mon système immunitaire devient anormal et qu'il travaille en excès, il va détruire ce qu'il ne faut pas détruire. Et dans cette situation, c'est-à-dire dans la situation de l'excès du travail du système immunitaire, j'ai deux principaux phénomènes.
Le premier est les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes où l'organisme ne se reconnaît plus, où le système immunitaire ne reconnaît plus les cellules de son organisme et il commence à les attaquer. Et le deuxième phénomène, c'est le phénomène d'hypersensibilité. Les phénomènes d'hypersensibilité où l'organisme ou bien le système immunitaire de mon organisme conduit des réponses immunitaires excessives conduites contre des agents qui sont normalement non nocifs. Et on remarquera que les maladies auto-immunes et les syndromes d'hypersensibilité sont intriqués dans certaines situations. Les maladies auto-immunes et les réactions d'hypersensibilité peuvent se rencontrer, c'est-à-dire que je peux avoir un seul phénomène qui est à la fois une maladie auto-immune et un syndrome d'hypersensibilité. Ne nous perdons pas. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'aborder les hypersensibilités. Comment définit-on une hypersensibilité? Une hypersensibilité est une réaction excessive. C'est une réaction excessive. Conduite par le système immunitaire, contre des agents qui sont normalement non pathogènes. Je vais d'ores et déjà, dès maintenant. Très bien, donc la définition c'est des réactions de l'immunité spécifiques, oui, ça c'est important aussi. Les réactions d'hypersensibilité dépendent plus du système des réponses immunitaires spécifiques, pas de l'immunité innée. On va voir qu'il y a deux types d'hypersensibilité, des hypersensibilités médiées par des anticorps et des hypersensibilités classiques. Et des hypersensibilités médiées par des cellules Dans les deux situations, c'est des réponses d'immunité spécifiques. Très bien. On continue. Donc, à l'origine de lésions cellulaires ou de réactions inflammatoires. Au cours des réactions d'hypersensibilité, je vais avoir un syndrome inflammatoire. C'est-à-dire que je vais avoir des destructions de mes tissus. Je vais avoir des destructions de mes cellules ou bien de mes tissus. Plus des lésions cellulaires, bien sûr. Elles sont disproportionnées par rapport à la dangerosité de l'intrus. Très bien. Donc, ils sont disproportionnés par rapport à la dangerosité de l'intrus, c'est-à-dire que ces réponses sont réalisées contre des agents qui sont normalement non pathogènes, comme je viens de le dire. Un agent qui est censé entrer dans mon organisme et ressortir sans réaliser de dégâts. Moi, je vais commencer à l'attaquer, et en l'attaquant, je vais aussi attaquer des tissus qui sont voisins. Donc, c'est moi qui suis en train de détruire mon organisme. Parce que je suis en train de détruire un agent qui est non pathogène. Très bien. Les réactions d'immunité, d'hypersensibilité, c'est comme si j'avais un rat, d'accord? Imaginez que vous avez un rat, une souris, un rat, il y a à l'intérieur d'un bâtiment plein de civils. Est-ce qu'on est d'accord? Donc j'ai un bâtiment, j'ai la faculté de médecine d'Alger. Ce bâtiment-là, il y a 3 salles qui sont occupées par des étudiants. L'un de vous a vu un rat, une fille a vu un rat. Elle a eu tellement peur qu'elle a appelé l'armée. Et cette armée, elle est venue, et elle a utilisé un RPG-27. Un RPG-27, c'est-à-dire un tir missile pour détruire tout le bâtiment à cause d'une souris. Les pertes furent énormes, 100 étudiants sont morts, et la souris est restée. Donc c'est la souris. D'accord, c'est à peu près la même chose. Vouloir détruire un bâtiment plein de civils parce que une fille ou un garçon, d'accord, a eu peur d'une souris. C'est une réaction excessive, disproportionnée par rapport à la réponse ou à l'agent qui les a produites. Très bien. On continue. Très bien. Maintenant, comment il faut faire pour effacer? Voilà. Très bien. Classification de gel et Coombs. Je vais d'ores et déjà, je n'aime pas les énigmes. D'accord? On va dès maintenant présenter toutes les réponses d'hypersensibilité pour que vous les ayez en tête, pour qu'on puisse avancer avec une certaine compréhension. On ne va pas découvrir au fur et à mesure. Notre but maintenant, c'est d'acquérir rapidement des informations pour les utiliser plus tard. Ça va répondre au QCM.
D'accord? Parce que c'est aussi assez important. Très bien, la classification de Gell et Coombs, il faut savoir que Gell et Coombs, ce sont deux scientifiques. Coombs, on va le découvrir plus tard, c'est le fameux monsieur qui a qui a inventé le test de Coombs, et Gell, c'est aussi un immunologiste. Très bien. Ces deux messieurs ont établi une classification des réactions d'hypersensibilité. Bonjour. Des réactions d'hypersensibilité. Cette classification, elle est purement chronologique. C'est-à-dire que ces deux messieurs, ils ont réparti les réactions des hypersensibilités par rapport au temps qu'il faut pour leur apparition. D'accord? Je me suis rendu compte qu'il y a des réactions d'hypersensibilité dans mon organisme. Mais j'ai remarqué qu'il y a certaines différences par rapport aux différentes manifestations entre les personnes. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs types de réactions d'hypersensibilité. Et ces types de réactions d'hypersensibilité, j'ai besoin de les classer. Il faut savoir que pour classer quelque chose, il faut avoir un agent, une caractéristique de classification. Comme je dis toujours, je peux vous classer selon différents critères. Je peux vous partager entre hommes et femmes. Je peux partager un être humain entre musulmans par rapport à sa religion, musulmans, chrétiens, juifs ou athées. Je peux définir un être humain par rapport à son sexe, enfin, par rapport à sa longueur, petit de taille, grand de taille. D'accord? C'est-à-dire que j'ai différents critères. Et là aussi, ils ont utilisé un critère, ils ont trouvé un critère utilisable pour définir ou pour répartir les réactions d'hypersensibilité. Quel est ce critère? C'est la chronologie. C'est le temps d'apparition de la réponse. Ils les ont classés de 1 à 4, du plus rapide au moins rapide. De 1 à 4, du plus rapide au moins rapide. La classification de Gell et Coombs vise à répartir les réactions d'hypersensibilité par rapport à la chronologie de l'apparition de la réponse. De 1 à 4, du plus rapide au plus lent. Très bien. Donc, l'hypersensibilité de type 1, c'est la plus rapide. Le temps de réponse est réalisé en quelques minutes, 15 à 30 minutes, on vous écrit ici. Le type 2 va de quelques minutes à plusieurs heures. Le type 3, on va avoir plus d'heures, 3 à 8 heures. Et le type 4, 48 à 72 heures. Et cette chronologie, c'est une durée. Et comment on définit cette durée? C'est la durée entre la communication avec l'agent pathogène et l'apparition des signes cliniques. C'est le temps qu'il faut entre l'entrée de l'antigène et l'apparition des signes. C'est le temps entre l'entrée de l'agent pathogène et l'apparition des signes. Très bien. Ces différentes classifications, ces différentes manifestations, on s'est rendu compte qu'elles possèdent aussi d'autres différences. Très rapidement, dans l'hypersensibilité de type 1, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je vais avoir des agents pathogènes exogènes. Ils sont toujours exogènes. Ils sont toujours externes à mon organisme. Ce n'est pas des cellules de mon organisme, c'est des agents exogènes, c'est des allergènes. On les appelle les allergènes. On va voir pourquoi plus tard. L'essentiel, soit c'est du pollen, soit c'est du poisson, soit c'est des crevettes. L'essentiel, c'est des agents externes, c'est des agents extrinsèques qui sont extérieurs à mon organisme. C'est des agents pathogènes et c'est des agents libres. Ce n'est pas des agents qui sont collés sur des cellules. Ce n'est pas des agents fixés. Ce n'est pas des agents absorbés. Ce n'est pas des agents cellulaires. Ce n'est pas des agents tessulaires. C'est des agents qui sont libres. Donc, dans l'hypersensibilité de type 1, j'ai des agents qui sont exogènes à mon organisme, qui sont étrangers, et ce sont aussi des agents qui sont libres. Dans le type 2, comme avec le type 1, donc ces agents, ils vont entrer à l'intérieur de mon organisme. Il y aura une réponse immunitaire excessive. Au cours de cette réponse, il y aura une activation des LB. L'orientation des LB, c'est une orientation de la réponse immunitaire TH2, comme on a vu tout à l'heure. Cette réponse TH2, elle va faire en sorte qu'il n'y ait pas de réponse IgG médiée, mais une réponse IgE médiée. Il y aura une sécrétion par les plasmocytes des IgE. Les IgE vont aller se fixer sur les mastocytes et les basophiles. Les mastocytes et les basophiles vont avoir
les IgE qui sont fixés. C'est la première phase de la réaction immunitaire de la réaction d'hypersensibilité de type 1. On appelle ça la phase de contact qu'on va découvrir plus tard. Cette phase de contact, au cours de cette phase, il n'y a pas de manifestation clinique. Il n'y a pas de manifestation clinique. Au cours d'un second contact, d'un autre contact, il ne faut pas que ce soit le deuxième nécessairement. Au cours d'un autre contact, deuxième, troisième, on ne peut pas savoir. On ne peut jamais savoir quand est-ce qu'un allergique développe sa réaction allergique. On ne peut jamais savoir quand est-ce qu'un allergique développe sa réaction ou son allergie. Très bien. Donc, lors d'un autre contact, il y aura réentrée du même allergène. Cet allergène va aller se fixer sur les récepteurs qui sont IgE, sur la partie variable des IgE. Les IgE, deux IgE sur une même cellule, sur un même mastocyte ou sur un même basophile vont se fixer sur le même antigène, ils vont se lier, en se liant, ils vont créer des ponts intracellulaires, et en créant des ponts intracellulaires, ils vont créer des dégranulations de leurs granules intracellulaires. Ces granules contiennent des agents comme l'histamine qui sera libéré. On va voir qu'il y a des agents préformés et des agents néoformés. Des agents préformés, c'est-à-dire que ce sont des facteurs qui ont été synthétisés il y a longtemps et qui sont cachés et qui attendent leur sécrétion. Et il y a aussi des agents qui sont sécrétés tout de suite et libérés. La libération de ces différents facteurs va créer des réponses immunitaires. Je vais tousser, je vais avoir un érythème, je vais avoir un rash, je vais avoir des manifestations. Ces manifestations sont rapides. On va découvrir l'hypersensibilité de type 1. Je veux juste que vous ayez le schéma fait. La réaction de type 2, l'hypersensibilité de type 2, c'est un autre type d'hypersensibilité au cours de laquelle j'ai d'autres caractéristiques de mon antigène. L'hypersensibilité de type 1, c'était quoi la caractéristique? La caractéristique, c'était extrinsèque et libre. Ne les oubliez pas. Extrinsèque et libre. Extrinsèque et libre. Extrinsèque et libre. Exemple, le pollen. Le pollen est inflammable. Il est libre. Il est extérieur, je peux le voir comme des opérations de pollen, extrinsèque et libre, extrinsèque et libre. Maintenant, dans la réaction de type 2, ils sont intrinsèques et collés, intrinsèques et collés, intrinsèques et collés, intrinsèques. C'est-à-dire qu'au cours de l'hypersensibilité de type 2, au cours de l'hypersensibilité de type 2, je ne vais qu'attaquer des agents qui sont collés à l'intérieur de cellules, soit collés à l'intérieur de globules rouges, soit collés aux cellules rénales, soit collés dans les plaquettes. L'essentiel que ces agents sont intriqués à l'intérieur de cellules. Ils sont collés. Dans l'hypersensibilité de type 2, on appelle l'hypersensibilité de type 2 une réaction cytotoxique. C'est-à-dire que je vais avoir des réactions immunitaires qui vont me détruire des cellules, soit via des anticorps, et le système du complément. Dans cette situation, c'est aussi une réaction médiée par des anticorps, comme vous voyez, où sinon, il y a une différence des isotypes des anticorps. Il y a une différence entre le 1 et le 2. Ici, dans le 1, c'est des IgE. Dans le 1, c'est des IgE. Dans le 2, c'est des IgG ou des IgM. Dans le 2, c'est des IgG ou des IgM. Donc, il y a une différence entre l'hypersensibilité de type 1 et l'hypersensibilité de type 2. Très bien. L'hypersensibilité de type 3. Dans l'hypersensibilité de type 3, je peux avoir des antigènes qui sont collés ou qui sont libres. Je peux avoir des antigènes qui sont collés ou qui sont libres. Mais dans cette situation, quelle est la différence entre l'hypersensibilité de type 3 et l'hypersensibilité de type 1? C'est que dans l'hypersensibilité de type 1, j'ai des IgE qui sont collés aux cellules. Dans le type 1, je vous avais donné un aperçu de l'hypersensibilité de type 1. Je vous avais dit qu'il fallait qu'il y ait une phase de sensibilisation. Au cours de la phase de sensibilisation, j'avais des IgE. Les IgE se fixaient sur les mastocytes et ils restaient collés. Après un deuxième contact, après plusieurs mois, après plusieurs années, ils auraient une réentrée du même antigène, et ce même antigène va faire en sorte qu'il y ait un pont intracellulaire. C'est-à-dire que dans l'hypersensibilité de type 1, l'anticorps est collé aux cellules. Alors que dans l'hypersensibilité de type 3, l'anticorps est libre. ما تنسوش تحفظوهم تفهموهم راني كاتبهم. Je vais tout vous donner. كاين لا ديابوزيتيف وكاين ان كور. ياك تبعوا بقى ما تكتبوش تبعوا
D'accord? Bon, si vous voulez prendre des notes, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je veux pas que vous reteniez des petites informations qui vous permettent de faire la différence entre les différentes réactions. Très bien. Donc, dans l'hypersensibilité de type 1, l'anticorps est toujours collé aux cellules. C'est des IgE qui sont collés aux masses sensibles au basofile et à d'autres cellules, on va voir. Et dans l'hypersensibilité de type 3, c'est des anticorps qui sont libres. C'est des anticorps qui sont libres. Très bien, très bien, très bien. Au cours de l'hypersensibilité de type 3, je vais avoir des anticorps qui vont se fixer sur leur antigène et qui vont se déposer. Qui vont se déposer au niveau des tissus. Et en se déposant au niveau des tissus, ils vont réaliser des réactions inflammatoires. Ces réactions inflammatoires vont détruire les tissus. L'hypersensibilité de type 4, elle est très facile à différencier des autres parce que elle dépend de cellules. Il n'y a pas d'anticorps. Très bien. Donc je suis en train d'aborder des réactions d'hypersensibilité. Je les avais définies comme étant des réactions immunitaires excessives qui sont menées contre les agents qui sont normalement non pathogènes. Ces réactions d'hypersensibilité, j'ai les causes, les ont classifiées en 4 types. Ces types, on les a à partir de quoi? À partir de l'ordre chronologique, c'est-à-dire du plus rapide au plus lent. 1, c'est le plus rapide. 2, c'est le moins rapide. 3, c'est le moins rapide. Et le 4, c'est le plus lent. J'ai remarqué qu'il y a aussi d'autres différences entre les réactions d'hypersensibilité. Il y a d'autres différences entre les différentes réactions d'hypersensibilité. Les 3 premières, 1, 2, 3, sont médiées par des anticorps. Et bien sûr, avec ces anticorps, il y aura d'autres cellules qui vont les aider. Elles ne sont pas médiées seulement par des anticorps, mais le plus important, c'est qu'elles sont initiées par des anticorps. Le type 4, il est initié par des réponses cellulaires. Le type 4 est initié par des réponses cellulaires. Très bien. Le type 1, dans le type 1, j'ai des antigènes qui sont libres et exogènes, mais j'ai des anticorps qui sont fixés. Dans le type 2, j'ai des anticorps qui sont libres, mais j'ai aussi des antigènes qui sont fixés. Des antigènes qui sont fixés, ce sont des antigènes intrinsèques, ce sont des antigènes cellulaires, ce n'est pas des antigènes bactériens. Dans le type 3, je peux avoir des antigènes qui sont libres ou des antigènes qui sont fixés. Mais j'ai toujours des anticorps qui sont libres. Dans le type 3 aussi, j'ai une déposition des complexes humains et la déposition de ces complexes humains au niveau du tissu va activer le complément, va activer les réactions inflammatoires. Il y aura une attraction des cellules immunitaires et il y aura une réaction inflammatoire in situ. Bien sûr, je peux avoir des réactions inflammatoires qui sont un peu dispersées dans l'organisme, la fameuse maladie sérique. La maladie sérique, on va découvrir plus tard. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est un aperçu sur les différentes réactions. Maintenant, on va les voir une à une. Très bien. Est-ce que ça va? Très bien, ici c'est des schémas, d'accord? Donc voici les IgE. Vous voyez que les différents anticorps sont toujours fixés. Les anticorps sont fixés, ils sont fixés sur leurs cellules. Et étant fixés sur leurs cellules, les cellules, une fois l'antigène fixé, elles vont se dégranuler. Très bien. Au niveau des hypersensibilités de type 2, vous voyez qu'il y a toujours des cellules, et que les antigènes, c'est ce qu'il y a en vert ici, les antigènes sont toujours liés à des cellules. Puis les anticorps viennent s'y fixer et réaliser une réaction cytotoxique. C'est-à-dire qu'il y aura une destruction de la cellule. Très bien. Dans le type 3, je peux avoir des anticorps, des antigènes qui sont fixés, des antigènes qui sont libres, des antigènes qui sont fixés ou bien des antigènes qui sont libres. L'essentiel, il y aura fixation des anticorps sur leurs antigènes, formation de complexes humains, et puis ces complexes humains vont être responsables de la réaction immunitaire. Dans le type 4, c'est des réactions médiées par des cellules. Qu'on découvrira, ou dont on découvrira les détails dans les prochaines séances, dans la prochaine séance. D'accord? Très bien. Les caractéristiques dont je parlais, elles sont écrites ici, ce n'est pas la peine de les refaire. D'accord? On les a toutes citées. Moi, je vais vous donner les diapos pour les utiliser. Donc voilà, par exemple, dans le type 1, l'antigène est étranger, dans le type 2, l'antigène est toujours fixé, toujours intrinsèque, etc. On a tout cité.
On a tout cité. Je vous ai écrit ça pour vous dire que ce que je suis en train de vous dire, ce que je dis est important, je vous le donne. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. On va commencer maintenant les hypersensibilités de type 1.